Bonjour Monsieur le Sénateur. Tout d'abord, je souhaite vous remercier au nom de tous les membres du Cercle Montesquieu pour le décryptage très attendu que vous allez nous faire du projet de loi relatif à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique, loi que l'on connaît sous le nom dit ARCOM ou loi anti-piratage. Donc Monsieur le Sénateur, vous êtes élu du département de l'Essonne, vous êtes à la fois un praticien du monde de la culture et de l'audiovisuel en raison de vos activités professionnelles passées, mais surtout le rapporteur de ce projet de loi. Les membres du Cercle Montesquieu sont particulièrement intéressés par cette loi qu'ils ont appelée de leur vœu et nous souhaiterions en connaître les axes principaux qui structurent cette loi. Alors, merci à vous de vous être déplacé jusqu'ici dans cette belle maison du Sénat. Juste vous dire que mes activités professionnelles ne sont pas passées. Elles sont toujours actuelles, puisque je suis sociétaire professionnel de la SACEM et qu'il m'arrive encore assez souvent de fréquenter une scène derrière mon instrument. Donc ça, c'est une chose, et ça me permet aussi d'avoir un pied dans le réel ou dans la vie réelle, si vous voulez. Alors, effectivement, cette loi était importante, mais je ne peux pas répondre à votre question sans faire juste un tout petit flashback, puisqu'on aura passé 5 ans et usé 3 ministres pour un résultat bien maigre, certes nécessaire et salué, mais clairement pas à la hauteur de la tâche. Donc ce texte, il a le mérite de traiter au moins 3 sujets. La protection des droits, bien sûr, l'organisation de la régulation, avec l'ARCOM, vous l'avez dit, et puis aussi la protection des œuvres françaises, ce qu'on appelle donc la partie catalogue, le dernier chapitre de cette loi, pour protéger les œuvres du patrimoine français, pour ne pas qu'elles soient comme ça disséminées à l'international sans qu'on puisse dire quelque chose. Voilà, ça c'est les 3 axes principaux de la loi. Et tout le travail à constituer au Sénat, et le travail du rapporteur, et puis de l'ensemble de la commission, de pouvoir muscler un petit peu ce texte qui en manquait, notamment sur des sujets de régulation importants, notamment sur des sujets d'équilibre, de rééquilibre. C'est un sujet ô combien sensible, rééquilibré entre les éditeurs et les producteurs. Voilà. Et puis aussi un sujet qui nous tient à cœur ici au Sénat, puisqu'on est l'Assemblée des territoires, c'est-à-dire la TNT, et la qualité de la TNT avec l'ultra haute définition. Voilà. Donc ce sont des thématiques que nous avons rajoutées à la loi. La ministre n'y a pas trouvé à redire, puisqu'on a eu une discussion franche et ouverte avant le travail dans l'hémicycle. Et puis, une fois dans l'hémicycle, je trouve qu'on est tombé d'accord sur un texte qui était voilà, un petit peu plus musclé, mais qui est encore loin du texte qui avait été préparé par Franck Riester et Édouard Philippe, qui était passé en commission de la culture à l'Assemblée nationale. Et on nous a dit ensuite que le Covid avait empêché de le voir au Sénat. Ce n'est pas un argument qui tient. Je pense que sur l'ensemble des sujets qui avaient été mis sur la table par Franck Riester et Édouard Philippe, il y avait matière à, j'allais dire, à accoucher d'un texte qui soit quand même plus charpenté, dont la profession a éminemment besoin. Et je dois dire que, alors que l'arrivée du numérique et la révolution numérique nous obligent à travailler normalement plus vite et à être plus réactifs, parce que ceux qui ont bien compris là où ils avaient attiré intérêt de rentrer très vite dans une architecture qui n'est aujourd'hui pas assez constituée, eh bien là où on a besoin d'une réponse rapide, malheureusement, on apporte une réponse partielle. Je vais être positif là encore, en disant que je préfère voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Le Cercle Montesquieu est mobilisé de longue date sur les enjeux de la protection de la valeur des contenus audiovisuels, au travers notamment d'actions de sensibilisation que l'on peut mener auprès de l'école de formation des élèves avocats, en partenariat étroit avec la Hadopi. Pourquoi le Parlement a-t-il jugé utile et important de traiter de façon approfondie la question du piratage maintenant ? Alors, je suis de formation jésuite, et je ne vais pas pour ça répondre à votre question, mais peut-être juste la reformuler pour peut-être un petit peu plus de précision. Ce n'est pas le Parlement, c'est un projet de loi. Ça veut donc dire que c'est le gouvernement qui l'a initié. Et ça, c'est plutôt assez naturel, puisque quand on a un président de la République qui fustige en novembre 2017 l'audiovisuel public, pour ne parler que de lui,
on attend quand même, moi je ne lui en veux pas d'avoir dit devant une assemblée de députés médusés que l'audiovisuel public était une honte pour nos concitoyens. Des gens peuvent le penser en France, et il y en a certainement beaucoup qui le pensent ou qui le pensaient à l'époque. Mais quand on dit ça, on doit indiquer la voie. Or, derrière, nous n'avons rien vu. Madame Nyssen, dans le domaine, et ce n'est pas une critique contre elle, mais n'a rien fait, et n'était pas sensible au sujet. Franck Riester est arrivé, je l'ai expliqué dans la réponse précédente, voilà, son projet a été mis sous le boisseau, et arrivé en fin de quinquennat, on est obligé d'agir dans l'urgence sur les thématiques. Donc c'est utile, certes, mais ce n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Donc, quand vous dites maintenant, ici au Sénat, ça fait belle lurette qu'on en parle. On a organisé ici, c'était encore Catherine Morin-Desailly, présidente de la commission, en janvier 2019, si j'ai bonne mémoire, une table ronde sur le piratage sportif. Nous avions réuni autour de la table des gens éminemment compétents, notamment le directeur des relations internationales de la Ligue anglaise de football, la Première Ligue. Et donc on avait comparé à l'époque, il y avait aussi des représentants du Portugal, de l'Italie. On avait vu comment dans ces pays, la tradition et l'organisation juridique est totalement différente. Donc on ne peut pas transposer ce qui est vrai dans un pays en France, dans lequel nous avons une autre tradition. Donc toute la difficulté a consisté, au moment où la révolution numérique crée des problèmes très importants, notamment pour le piratage, mais comment trouver l'architecture la mieux adaptée à la juridiction française, et notamment au rôle du juge dans ces sujets-là. Donc, le maintenant, ben oui, il y a urgence, mais nous, on en parle déjà depuis longtemps. Donc, on aurait souhaité que cela soit fait plus tôt, et on va voir d'ailleurs sur le texte actuel qu'il ne doit être en application qu'à partir du 1er janvier 2022. Ça veut donc dire que pour le piratage sportif, puisque je sais que c'est une thématique qui vous importe au premier chef et qui est très importante, quand on sait les sommes en jeu, ça veut donc dire que la saison, par exemple la saison de football, puisque c'est le football qui génère le plus de revenus, eh bien la saison de football qui démarre bientôt, à la fin du mois, elle va passer déjà quasiment pour moitié en dessous des radars, puisque ça ne commencera qu'au 1er janvier 2022. Voilà. Donc maintenant, nous, on était pressés de pouvoir avancer là-dessus, parce qu'encore une fois, je crois qu'il ne faut pas, puisque je sais que le tropisme juridique est capital chez vous, il ne faut pas faire de ce texte la panacée universelle. Parce que forcément, un texte qui indique et qui essuie les plâtres, et il va falloir voir et avoir du recul pour savoir ce qu'on pourra amener par la suite, parce que je pense qu'il y aura une suite, bien évidemment. Si l'on veut rentrer plus en détail dans ce projet de loi, pouvez-vous nous décrire quels seront les nouveaux pouvoirs et missions de l'Arcom, et en quoi cette institution sera-t-elle mieux armée pour lutter contre le piratage que ne l'était auparavant l'Hadopi? La première raison, ça va être, j'allais dire que l'Arcom va être plus puissant. Aujourd'hui, il ne faut pas que les gens voient, et je crois, en tout cas les professionnels l'ont bien compris, mais je ne sais pas si dans le pays on l'a compris avec autant de finesse et d'acuité, c'est qu'on n'en est plus à l'individu qui pirate quelque chose pour son plaisir personnel. On est face à une industrie du piratage qui est assimilée au pillage. Ce sont littéralement des corsaires, mais des corsaires organisés, avec des plateformes. Donc il y a besoin d'un régulateur qui soit un régulateur plus puissant, et je ne dis pas ça pour faire injure à l'Hadopi, qui a fait là aussi un travail important, mais qui s'adresse plus à des particuliers. Alors que là, on vise véritablement aujourd'hui les plateformes, les grandes plateformes qui ont professionnalisé le piratage. Je crois que c'est l'ambition de l'Arcom, et il fallait lui donner à la fois le périmètre et la puissance qui va bien. J'ajoute quand même au passage, puisque là on est à la moitié de l'année, que va arriver bientôt, on en parle déjà, le projet de loi de finances 2022, nous allons être particulièrement attentifs à ce que l'Arcom ait les moyens. Parce qu'aujourd'hui, nonobstant la grande qualité de Roch-Olivier Mestre et de ses équipes, on ne peut pas demander à l'Arcom d'avoir un champ d'intervention beaucoup plus large et lui laisser les mêmes moyens. C'est juste impossible. Parce que là, pour de bon, je parlais de puissance, je crois que l'Arcom est assez charpenté, mais il faudra des budgets
conséquent et nous veillerons particulièrement au Sénat à ce que ça soit le cas. Alors, je vous propose maintenant qu'on aille un tout petit peu plus dans le détail du dispositif de l'article 3, donc qui vise à renforcer la lutte contre le piratage des retransmissions sportives, qui sont particulièrement attendues par les directeurs juridiques des chaînes de télévision de sport ou des ligues et fédérations sportives. Et je voudrais que vous nous expliquiez en quoi, pareil, ces mesures sont novatrices et adaptées surtout au secteur du sport. Alors là, ce qui est important, je reprends le terme d'architecture parce que c'est vraiment important, c'est que c'est une espèce de ménage à quatre. Et les quatre membres de ce groupe sont très importants. Le premier, ce sont les ayants droit. Les ayants droit sont pillés. Ils sont pillés par un vecteur qui passe par des fournisseurs d'accès. Donc on a déjà là, entre les ayants droit et les fournisseurs d'accès, j'allais dire les deux acteurs principaux qui sont déjà présents sur le sujet parce que les uns sont pillés et les autres sont sollicités en permanence. Donc on sait que les ayants droit voulaient tout de suite s'adresser le plus directement possible aux fournisseurs d'accès et que les fournisseurs d'accès ont horreur d'être sous le feu roulant, ce que l'on peut comprendre. Encore une fois, je ne suis pas en train de stigmatiser les uns ou les autres, mais de savoir qu'il fallait trouver une architecture qui permette aux uns et aux autres de se parler, mais sans être sous la pression constante d'un débit et sans bypasser le juge. Je parlais des spécificités, et vous le comprenez d'autant mieux, françaises juridiques. Il y a besoin du juge, qui est le troisième acteur, et le quatrième, c'est le tiers de confiance, l'ARCOM. Donc, en aucun cas, les ayants droit ne vont s'adresser directement aux fournisseurs d'accès. Ils devront passer par le juge et l'ARCOM servira de tiers de confiance à la fois sur le plan aussi technique, sur la légitimité de la saisine et pourront apporter au FAI en tant que tiers de confiance l'assurance qu'on traite bien un sujet de façon précise et que ça ne soit pas, excusez-moi l'expression, la foire à tout. Parce que sinon, on peut comprendre aussi que les fournisseurs d'accès ne puissent pas agir en temps réel. Voilà. Donc c'est cette architecture qui est peut-être un petit peu compliquée à comprendre au début, qui est franco-française, entre les ayants droit, les fournisseurs d'accès, le juge qui sera véritablement, et lui, le juge peut prendre une ordonnance dynamique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il prononce cette ordonnance dynamique, il y aura quand même une rapidité accrue, une réactivité accrue. Voilà. Alors justement, cette ordonnance dynamique, elle va pouvoir, selon vous, couvrir également tous les sites miroirs qui seraient amenés à émerger du fait de la coupure des sites qui auraient été initialement identifiés. Ce sont effectivement deux éléments qui sont ressortis au moment des discussions, les fameuses listes noires et les sites miroirs, puisque je parlais tout à l'heure d'inventivité des pirates, étant donné la manne financière que ça représente. Donc forcément, il y a une inventivité terrible, et dès que l'un des acteurs est repéré par le phénomène miroir, on reproduit les choses, et à ce moment-là, ça devient très difficile à gérer. Donc là, l'objet, c'est de pouvoir, en début de saison, identifier quels sont les acteurs, et encore une fois, n'ayons pas, en tout cas en ce qui me concerne, en rapportant ce texte, je l'ai expliqué plusieurs fois, n'ayons pas la prétention de croire que ce texte va répondre à toutes les problématiques. Il s'agit juste déjà de poser le premier bloc pour apporter une réponse enfin à ce piratage. Mais bien évidemment que ce premier bloc ne va pas pouvoir y répondre totalement. Donc je crois qu'il va y avoir une période de mise en place qui va être, qu'on va observer de très près, ici au Sénat, mais je crois partout, pour montrer l'efficacité du dispositif. Mais la volonté, c'est vraiment celle de pouvoir dire aux ayants droit, vous pouvez vous adresser à un juge qui, lui, aura autorité pour dire au FAI, mais que ça ne soit pas en direct, bien sûr, et avec l'ARCOM qui va apporter une espèce de... Oui, j'aime bien le mot le terme de tiers de confiance, parce que il dit bien ce qu'il veut dire, et l'ARCOM aura connaissance de la matière sur le piratage. Donc ça me permet de rebondir sur la question suivante. Quelles seront, d'après vous, les interactions entre le juge judiciaire et la nouvelle autorité audiovisuelle, l'ARCOM, qui jouera donc ce rôle de tiers de confiance entre les intermédiaires techniques et les ayants droit pour la mise en œuvre de la décision judiciaire? Comment les directions juridiques peuvent-elles, selon vous, appréhender au mieux l'innovation en la matière? Pour des juristes,
c'est le juge. Voilà. Le juge est souverain, et je crois que c'est important, en tout cas en France, c'est cela. Donc, il ne va pas falloir, en tout cas pour les directions juridiques, il va y avoir cette saisine des ayants droit du juge, et ensuite c'est le contrôle. En ce qui concerne la relation entre l'Arcom et le juge, on ne crée pas un tiers de confiance pour que les deux stades soient mélangés. Il y aura une différence, le juge reste dans son rôle, l'Arcom restera dans son rôle, bien évidemment ils ne pourront pas s'ignorer, clairement, mais il y aura, je ne vais pas parler de séparation du pouvoir, on aime ça dans ce pays, et heureusement, c'est la base de la démocratie, mais le juge sera vraiment totalement indépendant, et l'Arcom également. Donc pour les directeurs juridiques, je crois que ça va être justement la relation avec le juge, comment on constitue le délit, comment sera réellement constitué le délit, que l'Arcom en soit bien certain, et il aura de façon très claire la possibilité de le vérifier techniquement, pour que à la fois l'injonction dynamique du juge et les spécificités techniques données par l'Arcom convergent. Ce qui est important, je crois, dans cette loi, et c'est ce qu'on va voir dès son application, c'est que l'ensemble des 4 acteurs dont j'ai parlé soient tournés vers le même objectif, où tout le monde sait et convient que le piratage est un pillage actuel avec un enjeu économique majeur. Majeur. C'est la raison pour laquelle Roselyne Bachelot souhaitait que ce texte sorte le plus vite possible. On le sait ici au Sénat, nous sommes, avant la fin de la session parlementaire le 21 juillet, nous sommes sous la presse avec le nombre de projets de loi, de propositions de loi qui nous arrivent. Elle s'est battue pour que cette petite loi passe quand même le plus tôt possible, même si je suis en train de dire que c'est beaucoup trop lent, à mon sens. Mais quand même, elle s'est battue pour ça. Donc, pourquoi ? Parce qu'on sait qu'il y a un enjeu financier majeur. Il y a même la mise en péril de certains distributeurs, tels Canal+, par exemple, qui lui... alors, je ne vais pas revenir sur le football avec Canal+, en ce moment, ça serait mal porté, mais voilà, il y a matière économique à s'inquiéter pour le secteur. Voilà. Pour conclure, monsieur le sénateur, donc la loi comprend, on l'a vu, des avancées précieuses dans la lutte contre le piratage audiovisuel. Toutefois, le Sénat envisageait d'autres points importants. Est-ce que vous considérez souhaitable, voire nécessaire dans les mois et même les années qui viennent, que le Parlement revienne sur certains sujets ou ouvre de nouveaux chantiers prioritaires pour appuyer le développement du secteur audiovisuel en France ? Alors, ça répond un petit peu, on termine par une question qui vient en écho de la toute première. Pourquoi on souhaitait qu'on ait une vraie loi audiovisuelle ? Tout simplement, c'est assez simple. Le président de la République a décidé de supprimer la taxe d'habitation. Celle-ci sera supprimée en 2023. La contribution à l'audiovisuel public est adossée à la taxe d'habitation. Plus de taxe d'habitation, plus de contribution à l'audiovisuel public, avec lequel on finance un des 3 piliers de l'audiovisuel français. Dans les 3 piliers, je rappelle juste les grands groupes privés de télévision gratuite, le grand pôle d'audiovisuel public que l'on souhaite rassembler dans une holding, voilà, et puis le dernier pôle qui est le grand pôle privé payant. Voilà, c'est les 3 grands piliers de l'audiovisuel français. Ça veut dire que, ne serait-ce que pour l'audiovisuel public, comment le finance-t-on ? Il est très clair qu'ici au Sénat, on le dit de façon constante depuis 2012, et le rapport Leleu-Gattolin de 2015, Jean-Pierre Leleu, dont j'ai pris la suite en tant que rapporteur des crédits de l'audiovisuel public au Sénat, prêchait, si je puis dire, en termes non laïques dans cette République, mais prêchait pour avoir une suppression de la publicité sur l'audiovisuel public, qui serait le plus grand marqueur, indépendamment de sa qualité, le plus grand marqueur, à moins d'adorer, et je n'ai rien contre la publicité, j'ai longtemps travaillé dans ce secteur en tant que musicien, mais un identifiant, vous voyez, au bout d'un moment, la publicité à la télévision, ça suffit un peu, surtout quand ça vient tronçonner un film, par exemple. Donc, l'audiovisuel public se grandirait s'il n'y avait pas de pub. Mais quand je dis ça, je ne peux pas retirer les recettes de publicité à l'audiovisuel public et lui demander de faire des miracles. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de trouver, dans la nouvelle contribution à l'audiovisuel public, quelque chose qui soit plus adapté à notre société et qui permette d'assurer, c'est ça l'essentiel, un financement pérenne
Et ça ne veut pas dire un puits sans fond, hein, mais un financement pérenne à l'audiovisuel public, parce que sinon, ça veut dire une budgétisation de l'audiovisuel public, ça veut dire que Bercy régulerait l'audiovisuel public français. Le ministre de l'Intérieur s'était d'ailleurs prononcé en ce sens en disant qu'il verrait ça d'un bon œil. Ben non, nous on ne voit pas ça d'un bon œil du tout, et quand je dis ça, ce n'est pas uniquement le groupe politique au sein duquel je siège ici au Sénat, c'est, je crois, sur l'ensemble des bancs, la volonté de trouver un financement pérenne pour l'audiovisuel public français. Donc, rien que pour cela, il y a urgence. Et la grande difficulté, c'est ce que j'ai dit au moment de l'examen du texte, c'est qu'on ne pourra revenir sur un texte audiovisuel et avoir le texte qui convient à cette période, au mieux en 2023, peut-être en 2024. Vous imaginez, pendant ce temps-là, et les pirates, et à côté de quoi on passe, on demande à des éditeurs français, qu'ils soient privés ou publics, de courir le 100 mètres avec un boulet au pied quand on ouvre les starting blocks aux plateformes étrangères. C'est insupportable. Voilà. C'est pourtant la triste réalité. Donc oui, il y a urgence, oui, il y a besoin de revenir là-dessus. On n'a pas pu... je regrette d'ailleurs que nos collègues députés de la majorité n'aient pas été jusque-là, puisque vous savez qu'on a sorti un texte qui, je le dis, redonne du muscle, et avec l'avis de la ministre. Et avec l'accord de la ministre. Ça ne s'est pas fait comme ça, ça n'a pas été forcément un long fleuve tranquille. Le premier examen à l'Assemblée nationale a passé au napalm l'intégralité de ce que l'on avait fait. Pour revenir ensuite dans une discussion de négociation, je n'ai pas dit de marchand de tapis, en préparation de la CMP, on a pu aboutir. Moi, je ne veux regarder que, je vous l'ai dit, le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. On atterrit sur un texte qui est, voilà, le plus satisfaisant possible en fonction de ce qu'on avait, mais bien évidemment qu'il faudra revenir dessus très très vite. Et ici au Sénat, on est déjà au travail. Parfait. Écoutez, monsieur le sénateur, je vous remercie beaucoup. C'était très très clair et je pense que les membres seront très heureux d'avoir eu toutes ces explications très pragmatiques en plus sur comment utiliser l'article 3 notamment ou d'autres articles qui protègent les œuvres, le contenu des œuvres. Qu'ils n'hésitent pas surtout à l'utiliser. Ah oui, oui. Et malheureusement, je crois qu'ils vont en avoir l'occasion. Oui, exactement. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Merci à vous.